Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va s'attarder sur les méthodes et les solutions qui permettent de créer des supports print plus durables. Alors avant toute chose, sache qu'une communication sans aucun impact sur la planète ou l'environnement, ça n'existe pas. Communiquer d'une façon ou d'une autre, ça génère des déchets et une pollution, qu'elle soit matérielle ou numérique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tenter de réduire son impact avec du bon sens et des manières de produire plus responsables. D'abord, et c'est un petit peu mon fer de lance en tant que graphiste, en changeant ses habitudes de consommation et de production en matière de communication. Ça passe essentiellement par une réflexion et une optimisation en amont de la fabrication matérielle d'un support ou d'un outil de communication. C'est ce qu'on abordera en première partie. Puis, en se tournant vers des solutions plus adaptées pour une fabrication responsable qui intègre le cycle de vie entier de ce support. C'est ce qu'on verra dans une deuxième partie d'épisode. J'avais déjà évoqué ma vision d'une communication plus responsable dans l'épisode spécial de fin d'année, donc le numéro 5 de Ciel, mon graphiste. Et en fait, je parle d'ailleurs davantage de communication raisonnée, parce que pour moi, ça ne passe pas seulement par l'utilisation de matériaux plus écologiques, mais d'abord par une réflexion autour de nos habitudes de consommation en termes de communication. En quelques mots, rationaliser ce qui peut l'être pour chercher à ne produire que de l'utile. En fait, ça veut dire qu'avant même de passer à la création d'un support, on va vraiment réfléchir à son objectif, à la façon dont il sera partagé, manipulé, utilisé, pour essayer d'entrée de jeu de maximiser sa valeur. C'est de l'optimisation du fond avant même de penser à la forme en quelque sorte. Cela étant dit, une fois que tu es devant ton contenu et que tu es prêt à le mettre en forme, qu'est-ce que tu peux faire pour le préparer au mieux à l'éco-conception ? Déjà, tu peux commencer par scanner tout le contenu texte et les informations qu'il contient pour vérifier qu'aucune tournure de phrase, aucune donnée chiffrée par exemple, ne va le rendre obsolète prématurément. Au lieu d'écrire « établissement fondé il y a 20 ans », peut-être privilégier « fondé en telle année ». Vérifie également que les sources citées restent pertinentes à moyen terme, en tout cas dans le contexte dans lequel elles sont partagées. Même chose pour les dates ou les localisations, notamment dans tout ce qui est support et signalétique créé pour des événements. Dans la mesure du possible, si tu vas les réutiliser, essaye de ne pas incorporer d'informations à usage unique, entre guillemets, comme le nom et le lieu de l'événement en question. Ensuite, on va s'intéresser à la maquette et la mise en page du support. D'abord, il s'agit de choisir le format le plus adapté. Si on parle d'un support papier, comme une brochure ou une carte de visite, il vaut mieux rester dans des formats standards pour éviter les découpes inutiles et donc les chutes de papier perdues. Donc rester sur du A3, A4, A5. Si on parle sur des supports événementiels, par exemple, optez pour celui qui sera le plus facile à utiliser, à assembler ou démonter, celui qui aura également une bonne tenue dans le temps ou une résistance particulière. Par exemple, pour être installé dehors. Je vais aller plus loin dans cet exemple. Admettons que tu vas souvent sur des salons ou des événements. Est-ce que tu veux privilégier une bâche ou une banderole qui nécessite d'être attachée ou posée sur quelque chose, sachant que tous les stands événementiels ne sont pas disposés de la même façon, ou bien que les événements ne permettent pas de louer des accessoires identiques une fois sur place pour meubler un petit peu ton stand? Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt opter pour un roll-up qui tient debout et que tu peux poser partout, ou encore un oriflamme, voire un parapluie, pour que ce soit un petit peu plus pratique? Une autre étape importante de l'éco-conception de ton support, ce sera bien entendu les choix graphiques que tu vas effectuer. L'objectif principal, ça va être de réduire à la fois la quantité d'encre que va nécessiter le produit final, ainsi que la quantité de papier. Pour ce second point, c'est assez simple, on va tout simplement essayer d'utiliser le recto verso tant que possible, et puis réduire les espaces vides ou les feuilles blanches qui évidemment ne servent pas forcément à grand chose, tout en gardant bien évidemment une aération qui soit agréable pour le support. Pour le taux d'ancrage, tu peux le réduire avec quelques petites astuces toutes simples. La première chose, c'est d'éviter les grands aplats de couleurs en fond de page par exemple. Si tu veux mettre un texte en exergue, pourquoi ne pas plutôt l'encadrer ou utiliser une police particulière pour le différencier? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus d'utiliser beaucoup d'encre, les aplats de couleurs, ils vont avoir tendance à aussi demander un grammage de papier plus épais si tu veux que le rendu soit bon, parce que le poids de l'encre, il va faire gondoler un papier trop fin, ou alors, au contraire, ce papier, s'il est trop fin, il va être
transparent s'il y a de gros aplats de couleurs d'un côté et pas de l'autre. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de la couleur quand on fait de l'éco-conception. Le but, c'est quand même de rendre un support attractif et agréable, puisqu'on veut qu'il dure et donc que les gens l'utilisent. Le tout, c'est vraiment de jouer habilement entre ces éléments de mise en page. Et certaines manipulations sont même invisibles, comme le fait de réduire, par exemple, un tout petit peu l'intensité d'une couleur pour faire en sorte qu'elle utilise moins d'encre. Concernant les polices d'écriture maintenant, il existe des typographies conçues spécialement pour consommer moins d'encre, comme EcoFont, qui est une sorte de police à trous qui deviennent invisibles une fois imprimées, ou la Reimann Eco, qui elle va utiliser des traits plutôt que des formes remplies. Mais si tu utilises les polices de ton identité, tu as quand même des possibilités. Pour les longs paragraphes, on va évidemment utiliser les fontes les plus fines de notre police, donc on va éviter les fontes grasses pour les longs paragraphes. Donc en fonction de ta police d'écriture, si elle a différentes variations, plutôt privilégier la régulière, la light, voire la thin. Mais attention tout de même, parce que il faut que ça reste lisible bien entendu, on va toujours privilégier l'efficacité. Pour les titres, c'est pareil, les réduire un chouïa peut permettre de diminuer leur taux de couverture en encre, sans pour autant diminuer leur impact visuel. Enfin, on va parler de tous les éléments qui viennent illustrer et agrémenter ton support, comme les photos et les illustrations. Les photos, en général, consomment beaucoup d'encre, parce qu'elles ont des détails, des contrastes et beaucoup de couleurs. Donc si tu dois en utiliser, fais des choix qui apportent véritablement quelque chose au document et si possible, essaye de limiter leur taille. Si tu veux chercher des illustrations pour ton support, sélectionne un style graphique adapté, donc plutôt sobre et épuré, pour les mêmes raisons. Et bien sûr, on fait attention aux licences qui accompagnent ces éléments, pour ne pas faire d'erreur et s'en rendre compte trop tard une fois le support imprimé, ce qui nécessiterait possiblement de changer et donc de refaire le support. Enfin, dernier point, il pourrait se résumer tout simplement au fait de rester sobre, c'est-à-dire qu'on va éviter d'intégrer des finitions comme des dorures ou un pelliculage sur le support, parce que ça nécessite du plastique et que ça n'apporte pas forcément grand-chose en plus au produit final. Ça compte aussi pour l'assemblage prévu pour le support. Par exemple, une brochure qui va être à relier ou un emballage de packaging qu'on va coller pour lui donner sa forme finale. Tout ce qui est colle, agrafe, spirale en plastique ne sont pas forcément recyclables ou difficilement récupérables, et il existe des solutions végétales, recyclables ou biodégradables pour pallier à ce problème. Si j'ai mis ça dans cette partie, c'est parce que, évidemment, on commence à entrer en tout cas dans la phase de conception matérielle, mais il faut le prendre en compte dès la conception de la maquette. Parce que, par exemple, pour le collage ou la reliure, on va avoir des marges spécifiques à respecter pour faire en sorte que les images ou le texte ne soient pas rognés. Tous ces conseils que je viens de te partager sont simples à appliquer, même si tu n'es pas graphiste. Aucun ne nécessite de faire des changements drastiques, que ce soit sur des supports existants pour essayer de garder une cohérence avec ce que tu as déjà créé, ou même ton identité visuelle. Mais tu peux aller plus loin. Alors tu peux confier déjà cette mission à un professionnel qui va avoir ce type de prestation, et puis tu peux aussi opter pour créer une identité visuelle éco-conçue pour ton projet. C'est-à-dire qu'elle sera pensée en fonction de l'usage que tu vas en faire et donc directement optimisée, depuis ton logo à ta charte graphique et les éléments qui la composent. Donc si tu comptes utiliser beaucoup l'impression pour ta communication, c'est évidemment une option intéressante pour à la fois réduire l'impact de ta com sans compromettre l'efficacité ou la pertinence de ton univers visuel. Si tu as un questionnement pour faire évoluer ton identité existante, c'est aussi quelque chose qui peut t'intéresser et que tu peux prendre en compte bien sûr. Te voilà avec un support préparé et optimisé. On peut donc passer au choix des solutions les plus adaptées pour ton impression. Il est bon de rappeler, comme je l'ai fait en introduction, qu'il n'y a pas de solution miracle qui efface comme par magie l'impact environnemental d'un produit. Par exemple, certaines solutions ou matériaux peuvent provenir de composants recyclés sans pour autant être recyclables. On va voir quelques critères qui t'aident à réaliser un support un petit peu plus responsable pour l'environnement. Le premier, c'est bien sûr de veiller aux matériaux choisis. Donc on va parler du papier. On va privilégier l'utilisation de papier fait à partir de fibres recyclées ou à défaut, issues de forêts gérées durablement, tout en cherchant, comme on l'a vu dans la première partie, à optimiser le grammage, donc l'épaisseur du papier. Pour t'y retrouver, tu peux te fier à certains labels comme l'Ange Bleu, l'Écolabel Apur, donc Association des producteurs et utilisateurs de papier recyclé, PEFC, le programme de reconnaissance des certifications forestières, FSC, Forest Stewardship Council, ou encore Nordic Swan. Le label Imprime Vert, quant à lui, il est intéressant aussi parce que les imprimeurs qui veulent en faire la demande, ils doivent prouver qu'ils mettent en place des solutions efficaces pour la gestion des déchets toxiques qu'ils utilisent, comme les solvants qui nettoient les machines par exemple.
et aussi la maîtrise de leur consommation énergétique. Donc c'est un label qui vient en complémentarité avec ceux que j'ai cités plus haut, mais qui agit sur différents critères. Dans le choix du matériau de manière générale, parce que tous les supports imprimés ne sont pas faits en papier, on va chercher à prendre en compte certains critères, comme le mode de diffusion du support, la façon dont il sera manipulé ou déplacé, le fait qu'il soit disposé en intérieur ou à l'air libre, parce qu'il devrait être plus résistant par exemple à la lumière, à l'humidité ou aux intempéries. Et il existe plein d'alternatives plus écologiques qu'on peut explorer. Par exemple, quand je te parlais des supports événementiels comme les kakémonos, les roll-up, les oriflammes, eh bien, est-ce que tu savais qu'il en existait à partir de bambou et de chanvre? L'entreprise Kaja, par exemple, elle en propose et elle explique sur son site les avantages de ces composants par rapport aux composants traditionnels classiques. Il faut savoir que la culture de chanvre, elle nécessite ni engrais ni pesticides. Et la matière est non seulement très résistante, mais en plus la transformation du chanvre en tissu, elle requiert beaucoup moins d'eau que le coton. Pour le bambou, c'est pareil, il est produit en France, on peut en trouver localement, et en plus de ça, c'est pareil, c'est une culture qui grandit très vite et qui a besoin de très peu d'entretien. Le reste des composants, en général, que propose l'entreprise, ce sont des pieds pour les supports, donc qui sont en métal recyclable, et bien sûr, réutilisables. Le petit plus, c'est que donc, ces composants, ils sont tous recyclables, mais qu'on peut tout simplement les transformer. Par exemple, si tu récupères le tissu de chanvre, tu peux en faire, admettons, des sacs, des pochettes ou même des torchons. Et du coup, là encore, on est dans une optique de surcyclage. Une autre façon de rendre ton support moins nocif et plus facilement recyclable, ce sont les encres végétales. Contrairement aux encres classiques qui sont minérales et qui contiennent des produits nocifs, les encres végétales, elles vont avoir un taux de toxicité moindre. Là encore, aucune encre végétale n'est parfaite parce que certains produits qui rentrent dans leur composition ne sont pas renouvelables. Et puis, le fait qu'elles soient créées à partir d'huile végétale et de résines d'origine naturelle, ça ne veut pas dire qu'elles sont irréprochables, surtout en termes de production. Donc si tu peux, informe-toi sur la provenance des encres végétales qu'utilise un imprimeur et ses modes de production, parce que certaines peuvent provenir de cultures intensives ou qui utilisent des pesticides. Ne reste que, dans l'ensemble, les encres végétales sont une très belle alternative aux encres minérales, et en plus, elles ont des superbes résultats, parce qu'elles donnent des couleurs vives. Elles sont autant, voire plus résistantes que les encres minérales, et entre autres, elles sèchent rapidement, ce qui permet une production plus rapide. Le troisième point important, c'est de bien calibrer la quantité dont tu as besoin quand tu passes commande. Donc là, attention aux offres promotionnelles concernant les volumes, même si ça peut être tentant de faire des économies. Il vaut mieux t'en tenir au plus près de ton besoin, quitte à recommander plus tard. Ça t'évite déjà la perte pure de supports qui ne vont pas être distribués, et puis surtout, ça te permet d'avoir un retour, en fait, et d'avoir un petit peu de recul sur le support que tu as créé. Donc, est-ce qu'il aura besoin de micro-modifications ou des mises à jour? Ou est-ce que justement, il peut être amélioré pour être un petit peu plus efficace en fonction de ce qu'on a pu te dire dessus ou de ce que tu as pu te rendre compte en l'utilisant? Puis de la même façon, il faut faire attention au transfert d'impact parce que c'est bien de choisir des produits qui vont être un petit peu plus éco-friendly, mais d'où viennent-ils? Donc là, c'est la question du transport en fait et de la livraison qui va être plutôt mise en avant. Il vaut mieux essayer de choisir un imprimeur qui est près de chez toi si tu en as la possibilité. Si tu en trouves un à côté de chez toi qui remplit ces critères-là, pour des raisons donc pas d'empreinte carbone tout simplement liées au transport, mais aussi parce que ça te permet de rencontrer cet imprimeur, en tout cas de te déplacer là-bas, de pouvoir avoir en main les produits, les papiers peut-être qu'il peut te proposer. Et du coup, c'est toujours mieux à la fois d'avoir un conseil et un contact direct avec une personne, mais ça peut aussi t'aider parfois à mieux te rendre compte d'alternatives que tu ne connaissais pas ou que tu n'as jamais vues avant. J'aborderai pour finir une dernière chose, la fin de vie de tes produits. Parce que si tu as opté pour des matériaux et composants plus responsables, il est aussi intéressant de voir comment tu peux les recycler ou les transformer. Donc certains imprimeurs qui seront déjà engagés dans ces démarches pourront certainement t'indiquer des organismes capables de prendre en charge l'étape de recyclage, mais tu peux aussi être inventif et décider de le revaloriser. Par exemple, il y a le festival Maintenant. Donc les festivals, c'est vrai que comme ça produit énormément de supports événementiels éphémères, ils essayent de mettre en place vraiment de nouvelles choses pour réduire leur impact, surtout au niveau de la communication. Donc le festival Maintenant, comme je disais, il passe par un prestataire local qui va revaloriser toutes les bâches du festival quand il est terminé. Donc elles sont transformées en transat, en nappe, en sacoche ou même en tablier pour les bénévoles, sur les stands de restauration. Et ils ont même créé des lignes de produits de merchandising à l'image du festival en utilisant ces mêmes bâches. Donc le surcyclage, ça peut être une super idée,
Et en plus, ça peut prendre des formes très diverses, parce que même pour sortir un petit peu de tout ce qui est support papier, etc., il y a par exemple la ville de La Rochelle qui a fait beaucoup d'efforts en termes d'éco-conception de ses campagnes de communication. La ville de La Rochelle, elle garde les coquilles d'huîtres qui sont servies lors de ces événements et elles sont réutilisées pour le pavage des rues. Ils réutilisent au maximum ce qu'ils peuvent et ils ont réussi à trouver finalement pas mal de solutions alternatives assez sympas, je trouve. En tout cas, si tu souhaites en savoir plus sur l'upcycling de tes contenus, j'avais déjà fait un épisode sur le sujet qui risque de t'intéresser du coup, donc n'hésite pas à l'écouter en complément de celui-là. Pour conclure cet épisode, rappelle-toi que l'éco-conception, c'est avant tout une démarche globale pour repenser ta manière de communiquer. Et on ne peut pas être parfait du premier coup. De toute façon, comme je l'ai dit, la perfection écologique en matière de communication, ça n'existe pas. L'important, c'est vraiment d'essayer d'intégrer des bonnes pratiques à ton rythme pour faire en sorte que chaque nouvelle étape elle fasse sens pour toi. Et c'est pas forcément une progression ou une évolution linéaire, parce que, comme tu l'as vu, certaines solutions alternatives comportent aussi leur lot d'inconvénients. Le tout, c'est de faire des tests et puis de contrebalancer, d'ajuster en fonction de ton besoin, en fonction de tes attentes. J'espère en tout cas que tu as pu apprendre des astuces simples pour commencer à optimiser tes supports toi-même et puis que cela t'a donné des idées ou des inspirations pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Retrouve un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste, un jeudi sur 2 sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Si cet épisode t'a plu, partage le podcast, abonne-toi ou mets-lui des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci, à bientôt.